Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dont va plus loin. Le programme ce soir, le voici, notre grand débat autour de la crise politique en Allemagne. Angela Merkel ne parvient pas à former un nouveau gouvernement, ce qui signifie concrètement qu'elle ne peut prendre aucune décision importante. La première puissance européenne est totalement paralysée, les consultations se poursuivent, mais il est bien possible que les Allemands soient obligés de retourner aux urnes. La chancelière se dit d'ailleurs ce soir prête à être à nouveau candidate. Comment expliquer cette situation? Est-ce la fin de la carrière politique de celle qu'on appelle Mouti? Nous poserons toutes ces questions à nos invités dans un instant. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Le match des idées, il opposera ce soir Olivier Roucan à Emmanuel Rivière. Nous reviendrons sur la riche actualité politique du week-end, la retraite officielle de François Fillon, le sacre de Christophe Castaner, mais aussi et surtout la main tendue de Marine Le Pen à Laurent Wauquiez. Pourquoi pas une alliance, lui dit-elle? Vrai rapprochement ou baiser de la mort? Nous en débattrons sur ce plateau. L'entretien du jour, nous recevons Alain Ray, le linguiste, vient nous présenter ce livre, Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Il commente les proverbes de Granville et il nous dira aussi ce qu'il pense de l'écriture inclusive. Mais d'abord, cette crise allemande, la plus grave en 12 ans de pouvoir pour Angela Merkel. Depuis plus d'un mois, elle tente de former une coalition inédite dans le pays. Il s'agit de mettre d'accord la CDU, les libéraux et les écologistes. Ce sont les libéraux qui ont jeté l'éponge hier soir. Clément Perrault. En Allemagne, il est le coupable tout désigné de l'échec des négociations. Christian Lindner, chef des libéraux, actait, tard hier soir, son désaccord avec Angela Merkel. Il est préférable de ne pas gouverner que de mal gouverner. Une position jugée irresponsable par la presse allemande et de nombreux observateurs. C'est un traquenard qui a été tendu, à mon avis, à Madame Merkel par ses libéraux dans un contexte où elle a voulu créer une coalition Jamaïca, comme on dit, avec des chiens et des chats, vous voyez, dans un contexte parfaitement inconciliable, et son talent ne lui a pas servi. Au centre des regards également Martin Schulz, le chef des sociodémocrates, battu dans les urnes par Merkel, refuse de lancer son parti dans une nouvelle coalition avec la chancelière. Pourtant, cette hypothèse sortirait Berlin de l'impasse politique et sauverait la tête d'Angela Merkel. Le président Steinmeier a mis la pression aujourd'hui et sur Lindner et sur Schulz pour qu'ils fassent évoluer leur position. J'attends de tous les partis qu'ils soient disponibles pour le dialogue afin de rendre possible, dans un délai raisonnable, la formation d'un gouvernement. Lui-même social-démocrate, Steinmeier est ce soir au centre du jeu. Il est évident que le seul homme qui a le charisme, l'expérience et l'influence sur Schulz, le monsieur qui a perdu en quelque sorte les élections au titre du SPD, pour influencer Mme Merkel et influencer M. Schulz et les rabibocher en quelque sorte, c'est effectivement M. Steinmeier. Angela Merkel se dit ce soir prête à être candidate en cas d'élection anticipée. Pari risqué. Un sondage indiquait ce matin que 61% des Allemands pensent qu'elle ne peut pas rester chancelière après l'échec des négociations. Et avec nous sur ce plateau, pour aller plus loin, Christian Cambon, bonsoir. Vous êtes sénateur LR du Val-de-Marne, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Pascale Joannin, bonsoir. Bonsoir. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Virginie Leguet, chef adjointe du service politique de Paris Match. Et Marc Semo, journaliste en charge de la diplomatie au Monde. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut essayer simplement d'expliquer à nos téléspectateurs comment on en est arrivé à une telle situation? Elle avait très mal gagné ces élections législatives. Est-ce que tout part de là finalement, Pascale Joannin? Oui, en partie. C'est-à-dire que elle a gagné les élections avec 33% des voix, ce qui est quand même assez... Le plus bas score de la CDU. Mais le plus bas score de la CDU, et le SPD a fait 20, ce qui était aussi le plus bas score du SPD. Donc c'est une question sur, en effet, le faible score des partis de gouvernement. En effet, elle a fait... et donc, au seuil de cette soirée du 24 septembre, le SPD a dit qu'il ne voulait pas refaire une grande coalition donc avec CDU, SPD. Rester dans le rôle de l'opposition. Rester comme seule option possible sur la table, une coalition de nouvelles factures, dite jamaïque en raison de la couleur des partis politiques, le jaune pour les libéraux, le vert pour les Grunes et le noir pour la CDU-CSU, qui était la seule option possible. C'est un attelage qui est nouveau au niveau fédéral, ça existe dans le Land de Schleswig-Holstein et à Bonn, la ville, mais ça n'est pas
n'a pas été testé. Et les négociations ont commencé donc le 24 octobre, il y a un mois. Il y avait à peu près 2/3 des sujets sur lesquels il y avait un accord. Et puis, il y a 2 sujets sur lesquels, en effet, les accords sont difficiles. Alors, non pas entre les libéraux et les Verts, forcément. Il y avait le climat. Les questions environnementales. Et l'immigration. Et l'immigration, on voit une vraie différence entre la CSU, donc qui est le parti équivalent de la CDU ne se présente pas en Bavière, donc c'est le parti qui est présent en Bavière, et les Verts. Et donc on voyait que sur ces 2 sujets, il y avait de réelles tensions. Mais c'était entre la CSU et les Verts, pas avec le FDP. Or, hier soir, après un round que Mme Merkel avait estimé le dernier, les libéraux ont un peu botté en touche en criant un peu, en ayant une attitude très partisane et politique. Et je ne suis pas sûre que les Allemands comprennent ça alors qu'on était dans des négociations gouvernementale. Alors justement, Angela il y a Merkel un temps nous dit, pour la politique et il y a un temps pour le gouvernement. Angela Merkel nous dit qu'il aurait fallu un peu plus de volonté de compromis. Elle vise les libéraux. Ce sont les libéraux qui n'ont pas joué le jeu ? Oui, et ce qu'il faut voir, c'est que ce parti libéral, qui était un parti essentiel, ça a été le parti de Genscher, ça a été un parti qui était un parti pro-européen. Aujourd'hui, après avoir raté aux élections précédentes son entrée au Parlement, sans franchir la barre des 5%, a pris un tournant maintenant plutôt eurosceptique, à la fois très libéral en économie, plutôt eurosceptique, et ça a été payant électoralement, mais qui essaye de gratter sur, disons, les voix prises par l'AfD, par les populistes xénophobes, et à cause de ça, Christian Lindner, qui est ce jeune leader, qui regarde beaucoup à son homologue, c'est pas son homologue parce que c'est un conservateur, à Sébastien Kurz en Autriche, sur cette ligne très radicale, a fait cette espèce de pari qui effectivement est extrêmement critiqué en Allemagne, mais il fait monter les enchères et ça complique complètement la donne. Parce que, disons, il y a ce parti qui ne veut plus jouer le jeu. Et comme être en coalition avec Angela Merkel, c'est quand même le baiser de la mort, hein, les sociodémocrates, être junior partenaire d'Angela Merkel, ça a laminé le Parti social-démocrate. On est dans cette situation où, d'une certaine façon, Christian Lindner tire en otage la politique allemande. Est-ce que sur le papier, c'était pas déjà mission impossible, Virginie Leguet ? En tout cas, elle était dans une position très fragile et elle était aussi dans une position d'autant plus compliquée que pour la première fois, l'extrême droite a obtenu un score très important de 12,5%, si mes souvenirs sont exacts. Plus de 90 députés au Bundestag. Exactement, et qu'il semblerait, et cette situation reste extrêmement compliquée, peut-être même plus encore, parce qu'il semblerait que, selon certains sondages, cette même extrême droite, qui avait obtenu donc 12,5%, pourrait obtenir 13, voire 13,5% s'il devait y avoir de nouveau un vote aux législatives. Donc on voit bien qu'elle freine, on voit bien que Steinmeier freine, on voit bien que finalement se relancer dans des élections qui seraient possibles, parce qu'elle a dit qu'elle serait candidate si elle devait avoir lieu, représente un certain nombre de risques. Christian Courbon, qu'est-ce que vous inspire cette crise allemande ? On peut parler de crise politique, une crise inédite. Moi, évidemment, je lis cette crise dans le prisme des relations internationales et européennes, puisque bien évidemment, une crise en Allemagne, c'est une crise en Europe. La situation en Europe, et du reste, les problèmes qui opposent les responsables politiques allemands est un assez juste reflet des crises qui secouent l'Europe tout entière. Le problème de l'immigration n'a pas fini franchement d'être réglé, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas consensus non plus au niveau européen. De la même manière sur le climat, on voit bien que ce sont des sujets de discorde. Mais vu de Paris, le président de la République l'a dit tout à fait de manière parfaitement juste, vu de Paris, c'est un véritable souci, car tout ce qui affaiblit l'Allemagne affaiblit le couple franco-allemand et donc, quelque part, affaiblit l'Europe. Bien sûr, sur le plan économique, c'est notre principal partenaire. Si des élections, comme les dépêches de ce soir semblent l'indiquer, s'il y avait des élections, ceci paralyse la vie politique et économique en Allemagne pendant un certain nombre de semaines ou de mois. Et donc, tout ceci ne va pas... Tout ceci jusqu'au printemps. Donc, et au printemps, les élections ne donnent pas forcément le garantie que la nouvelle coalition qui sortirait des unes ferait un gouvernement. Voilà. Il y a quand même ce trend absolument terrifiant d'érosion électorale des deux principaux partis de gouvernement allemands, qui sont la CDU et le SPD. Et disons, aujourd'hui, si on regarde le Parlement allemand, bon, on ne peut pas gouverner, Angela Merkel ne refuse de gouverner avec Die Linke, la gauche de la gauche allemande. Il y a donc l'AfD qui a 90 députés, l'extrême droite. Donc finalement, le nombre de partis avec lesquels il est possible d'arriver à gouverner se réduit de plus en plus. Ce qui est une tendance très lourde et ce qui est extrêmement préoccupant. Et c'est peut-être
pour Emmanuel Macron, qui jusqu'ici avait toujours eu beaucoup de chance, le début de sérieux problèmes. Parce que réformer l'Europe sans Berlin, ce n'est pas simple. En janvier dernier, un dirigeant... alternative au couple franco-allemand. En janvier dernier, un dirigeant avait eu des mots très forts pour commenter l'action d'Angela Merkel. C'est Donald Trump, le président des États-Unis. Dans son style, évidemment, avait critiqué la politique de la chancelière avec les réfugiés. Écoutez. J'ai beaucoup de respect pour Angela Merkel. C'est une grande leader. Mais je pense qu'elle a fait une erreur absolument catastrophique en acceptant tous ces gens, tous ces réfugiés illégaux. Et personne ne sait même d'où ils viennent. Virginie Leguet, et si Donald Trump avait eu raison avant les autres? Pas sur un plan moral, évidemment, mais sur un plan politique. Est-ce qu'elle a commis une erreur catastrophique? Est-ce que cette politique avec les réfugiés a enclenché son déclin? En tout cas, elle l'a payé cher en Allemagne et tout de suite après, on a très bien senti que sa cote de popularité flanchait et que les Allemands eux-mêmes n'étaient pas d'accord avec cette générosité qu'elle avait eue vis-à-vis des immigrés. Je crois qu'il y en a eu 1 million qui ont été... accueillis. Et très vite, il y a eu un retournement dans l'opinion allemande. Donc la montée des nationalistes, la montée de l'extrême droite en Allemagne, c'est à cause de cette décision? Vous êtes tous d'accord là-dessus? Oui, en bonne partie, oui. Et disons, le Wir schaffen das, nous y arriverons, de la chancelière, qui était une décision extrêmement courageuse. Là, on voit la fille de Pasteur, la femme politique qui a toujours eu quand même un sens très profond des valeurs. Elle disait, moi j'ai grandi derrière des barbelés, je ne veux pas qu'il y ait de nouveau des barbelés en Europe. Donc c'était un choix moral. Et généreux. Qui a été salué en France d'ailleurs, mais est-ce que ce n'est pas l'erreur politique d'hériter de l'histoire? Mais effectivement, elle s'est mise dans une situation extrêmement difficile politiquement à gérer. Alors, bon, il y a une majorité, c'est difficile de voir où est la majorité de l'opinion aujourd'hui en Allemagne, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a complètement clivé l'opinion allemande. Ça n'a pas clivé seulement l'opinion allemande, ça a reclivé cette séparation entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, puisqu'on voit que l'AfD fait un score beaucoup plus grand. Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous, ce n'est pas l'immigration qui fait tout, parce que l'immigration dans les Länder de l'Est, elle est assez minime. C'est plutôt dans la partie occidentale qu'il y avait des immigrés. Mais l'AfD fait presque 20% dans les l'ex-Länder de l'Est, en faisant moins de 10 dans les Länder occidentaux. Donc la lecture c'est plutôt un ras-le-bol qui est de situation qui fait qu'il y a aussi des gens qui, dans la bonne situation économique allemande, sont les losers, plutôt les perdants de cette... Il y a eu cette phrase du Spiegel la semaine dernière. En dehors de l'Allemagne, on continue à la regarder, Angela Merkel, avec admiration, alors qu'elle entre dans sa 13e année à la chancellerie. Mais dans son pays, l'admiration affaibli. Christian Cambon, est-ce qu'il y a quelque chose que nous, on n'a pas vu européens, en continuant de considérer Angela Merkel comme la chancelière? Je pense que c'est un phénomène général qui frappe tous les pays d'Europe et même du monde. Il y a une volonté de renouvellement. Dans les démocraties, Monsieur le Président, dans les démocraties. Oui, parce qu'en Russie, en Corée du Nord, le problème ne se pose pas. Et même en Russie, Poutine est là pour quelques années. Non, je parle effectivement dans les démocraties. Bon, Madame Merkel totalise ce qui est du reste une prouesse, un certain nombre de mandats pendant lesquels elle a porté l'Allemagne au plus haut sur le plan économique. On a dit c'est la femme la plus puissante du monde. À 11 reprises, le magazine Forbes. Absolument. Et donc il peut y avoir aussi comme une forme de lassitude parce qu'on a cru qu'au lendemain de ces élections qui étaient difficiles pour elle, on a cru qu'elle allait à nouveau montrer son talent et négocier une coalition. Et là, je crois que la déception est peut-être plus importante encore, parce qu'elle cale et finalement, elle risque fort, à mon sens, s'il y a des élections... C'est intéressant ce que vous nous dites. Vous nous dites qu'elle pourrait être victime du dégagisme, si je comprends bien. Ça vous inspire pas, Virginie Leguet? 12 ans, c'est beaucoup. La suite de toute la séquence électorale que nous avons vue en France l'année dernière. C'est peut-être le mandat de trop. Elle a été trop gourmande? Non, pas trop gourmande. Pas trop gourmande. Elle a pensé qu'elle pouvait encore réussir un dernier mandat, exactement comme les responsables de la classe politique française de droite comme de gauche pensaient encore l'année dernière que ça pouvait encore passer cette fois-ci. Ça n'est pas passé. Oui, mais il faut regarder les sondages. Les sondages donnaient en effet à la CDU avant les élections un score qui était supérieur. Elle était plutôt peut-être 40 que de 30. Donc en effet, dans les scrutins, dans les sondages qui étaient faits avant, en effet, il y avait pour elle aucune raison de douter, puisque en effet, il y avait un score. Alors moi, je dirais méfions-nous des sondages, parce qu'il y a un an, on pensait qu'Alain Juppé serait élu. Une fois que François Fillon a été élu à la primaire, tout le monde s'est dit ça y est, c'est réglé, c'est lui. Donc méfions-nous des sondages. Et surtout, il y a ce phénomène de l'AfD qui change totalement la donne, parce qu'il y a un parti de plus
Avant, jusque-là... Quand vous dites l'AfD, on parle bien des nationalistes, de ce qu'on appelle l'extrême droite. L'extrême droite xénophobe. Voilà. Alors qui, effectivement, à la fois prospère sur la crise relative des Länder de l'Est, mais sur le fantasme et sur la peur de ce qui pourrait arriver. C'est-à-dire, effectivement, il n'y a pas d'émigration, mais ils craignent l'immigration. De ce point de vue-là, ils réagissent un peu à l'Est, comme les Polonais ou les Hongrois. Ils ont grandi dans un autre univers qui était beaucoup plus refermé. Et donc, ce phénomène-là est une lame de fond. On peut dire qu'il y a une normalisation allemande. Jusqu'ici, l'Allemagne était, alors il reste aussi l'Espagne, le seul des grands pays européens qui n'était pas touché par la vague xénophobe. Maintenant, il y a ça. C'est comme une remise à niveau, quoi. Et voilà, et cela risque de conditionner, y compris d'abord des élections anticipées. Et encore une fois, ça pourrait augmenter s'il y avait des nouvelles élections. Alors moi, justement, sur ce sujet, je voudrais qu'on arrête de parler de nouvelles élections. Vous n'y croyez pas ? C'est le dernier étage de la fusée en Allemagne. On a en effet la Constitution allemande, il faudrait la relire, et son article 63, parce qu'en effet, là, le moment le plus important que vous avez passé, pour une fois, on a redécouvert le président allemand, qui n'a aucun rôle sur la scène politique en temps normal, mais qui, dans les cas de crise, là, comme ça vient de se dérouler, rappelle en effet quel est l'engagement. Et qu'est-ce qu'il a dit ? C'était très important, même parce que si c'est qu'en allemand, il y a eu des élections. Les électeurs ont donné un signal. Mandat pour maintenant, vous, les partis politiques, vous devez être responsables et faire en sorte que ces résultats, vous puissiez en avoir, créer le gouvernement qui va avec ces résultats. Alors, donc il les appelle à être raisonnables. C'est tous les partis, c'est-à-dire que c'est pas seulement les seuls partis qui étaient dans la coalition en train de se faire, c'est aussi, et on l'a vu avec Schulz, c'est-à-dire, est-ce qu'en effet le SPD, les sociodémocrates, restent dans leur position de refus de toute alliance définitive, ou est-ce qu'en effet, ils reviennent à d'autres considérations en disant, en effet, si le FDP, là, qui s'agite comme un lutin, continue à ne pas être raisonnable et à ne pas assumer sa responsabilité de parti qui, vous l'avez rappelé, avait perdu en 2013, n'était plus au Parlement, revient en 2017, donc qui dit que si aux prochaines élections, il serait de nouveau représenté. Mais surtout, c'est la dernière mouture. C'est-à-dire que là, le président dit, vous avez mission de le faire. Si jamais ça ne se fait pas... Le SPD l'a payé quand même cher. Voilà, le SPD l'a payé cher. Oui, mais vous savez, si jamais, comme vous le dites, dans les sondages dont vous parlez, en effet, on voit que l'AfD ferait plus que ce qu'elle fait aujourd'hui, peut-être en effet que ça refroidira les aléas des uns des autres à aller aux élections et de revenir. Donc là, le président a dit clairement, il faut avoir vos responsabilités. L'article 63... Mais c'est une mise en garde, une mise en garde forte, mais pour autant, quel est son réel pouvoir d'influence sur le cours des choses ? C'est très important, parce que... C'est moral. C'est moral. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'est pas la France, et c'est pas l'Espagne, c'est pas les pays du Sud. Ça peut être suivi Il y a eu des élections. Ça fait plus de 70 ans qu'en effet, il y a des coalitions en Allemagne de telle nature. Au bout de 2 mois, c'est son premier mot, au bout de 2 mois, il y a toujours eu quelque chose qui s'est passé. Là, il ne s'est pas passé. Il rappelle à part un peu les partis en disant « ça suffit les bêtises, il faut y aller ». Et de toutes les façons, si jamais, pour des raisons XY, ces négociations n'avançaient pas, rien n'empêche en effet de revenir sur l'aspect du SPD. Et on a bien vu dans votre reportage que lui-même étant issu de ce parti, il était ministre des Affaires étrangères il y a encore 6 mois, donc, il y a 1 an. Donc, en effet, est-ce qu'il n'aurait pas une influence en disant, écoute, là, il faut vous arrêter. Et à l'intérieur du SPD... On va un tout petit peu avancer sur la question française. Et à l'intérieur du SPD... Il faudrait quand même essayer d'interpréter les conséquences que ça a pour nous. Parce que moi, je trouve passionnant les explications intérieures et les jeux des partis. Moi, je pense personnellement que c'est beaucoup plus grave que ça, que tout ce qui se passe, qui vient de se passer en Grande-Bretagne, qui s'est passé en France, qui s'est passé en Allemagne et dans un certain nombre d'autres pays, notamment les ex-pays d'Europe de l'Est, a une signification beaucoup plus profonde de ras-le-bol. De ras-le-bol vis-à-vis des partis traditionnels. Franchement, quand on était dans la situation de Mme Merkel, le nombre de chefs de gouvernement qui auraient rêvé être dans cette situation et se présenter aux élections avec des résultats pareils sur le plan de l'emploi, sur le plan de la stabilité économique et du rayonnement de ce pays à travers le monde. Et voilà quelqu'un qui est mis en difficulté et dont on parle ce soir comme si c'était déjà presque un fait acquis, qu'elle pourrait purement et simplement quitter le pouvoir. Voilà où nous en sommes. Et quand on regarde ce qui s'est passé en Angleterre,
On a eu un scénario tout à fait identique. On l'a eu en France aussi. Je pense que c'est en train de toucher un socle de l'Europe. Parce que les populations considèrent que sur les grands problèmes auxquels l'Europe était confrontée et ces grands pays étaient confrontés, je pense à la sécurité, je pense à l'immigration, je pense au chômage, eh bien, il y a comme une forme d'échec et il y a donc un éloignement du corps électoral vis-à-vis des partis traditionnels. Et vous avez raison de le dire. Ça déstabilise considérablement l'Europe parce que dans le même temps, la Grande-Bretagne connaît cette crise du Brexit dont on ne sait pas encore tout à fait. Alors pour illustrer ce que vous dites, avant juste de vous faire réagir, je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur le sujet justement ce matin dans son bureau. C'était juste avant une rencontre avec Bernard Accoyer. Écoutez. J'ai eu le chancelier Attard hier soir avec des vrais risques. Ah oui, bien sûr. Des vrais risques de non-accord. Les déclarations que vous avez vues de l'INEA sont assez dures. C'est pas notre intérêt que ça se crispe. C'est pas notre intérêt, nous dit Emmanuel Macron. Et communiqué de l'Elysée dans la foulée, Paris souhaite que l'Allemagne reste stable et forte pour avancer ensemble. Vous pouvez difficilement dire autre chose. Mais Emmanuel Macron, quel est le vrai risque Emmanuel Macron aujourd'hui se retrouve extrêmement seul, c'est-à-dire que parmi les grands pays européens, donc la Grande-Bretagne est hors jeu, totalement prise par la question du Brexit. Maintenant, l'Allemagne va être paralysée pendant des semaines, voire des mois, indépendamment de ce qui sera le destin d'Angela Merkel. Donc, à la fois, c'est une opportunité extraordinaire pour Emmanuel Macron d'apparaître sur la scène internationale comme finalement, le leadership de l'Europe. Voilà, le leader incontournable, d'autant que les États-Unis de Donald Trump, pour d'autres raisons, sont imprévisibles, voire difficilement, assez peu fréquentables. Donc c'est à la fois une extraordinaire opportunité et en même temps, pour reprendre une phrase très macronienne, en même temps, la France toute seule, elle ne peut pas grand-chose. Donc toutes les promesses de son grand discours, les 39, 60 propositions, il y en avait énormément qu'il a fait dans son discours. 77 à la Sorbonne. À la Sorbonne. Bon, si on n'a pas à côté de nous une Allemagne forte, c'est impossible. On a une Europe de l'Est qui bascule vers le populisme et le repli nationaliste. Les Anglais qui veulent partir. Ceux qui veulent partir. Donc c'est les Italiens qui vont avoir des élections en début de printemps. Avec l'Allemagne, on était avec l'Allemagne à un croisement. Il y avait eu quand même ce Conseil franco-allemand du 13 juillet où des décisions importantes avaient été prises, y compris pour la sécurité en Europe, la coopération en Afrique dont nous avons absolument besoin. On ne peut pas continuer à être tout seul. Et certes, la Grande-Bretagne, mais l'Allemagne doit nous aider. Il y avait ce projet de relance de l'Europe. Et avec une Allemagne affaiblie, Macron, je ne suis pas certain que le président Macron puisse profiter pleinement de l'initiative de relance. Le président Macron peut apparaître seul, comme vous disiez sur l'affiche, mais tout seul, on ne peut rien faire. On a besoin d'interlocuteurs, on a besoin de gens qui créent une dynamique. Lui-même, qui est un président très européen, qui s'est assumé comme tel, qui a été élu d'ailleurs en toute connaissance de cause, va se retrouver effectivement en avant-centre, mais absolument seul. Si Angela Merkel n'arrive pas elle-même à former sa coalition. Et c'est d'autant plus paradoxal que pendant des années, c'était presque le contraire qui se passait. C'était l'Allemagne qui était un peu la figure de proue de l'Europe et la France qui était un peu en retrait pour différentes raisons. Et là, on est un peu à front renversé, si je peux utiliser cette expression, c'est-à-dire que c'est Emmanuel Macron qui est en train de marcher tout seul, mais quand il se retourne, il n'y a personne. Pour l'instant, il n'y a personne. Et ça, c'est effectivement, pour différentes raisons. Et tout seul, on ne fait rien. On ne crée pas de dynamique. Parce que si ça se crispe, ça veut dire, dans le cas où ce scénario de l'article 63, c'est qu'en effet, on arrive au bout de plusieurs mois à ne pas avoir de gouvernement, donc des élections. Ces élections ne se traîneraient pas avant le printemps, et donc on n'a pas de gouvernement avant la fin du printemps de l'année prochaine. Donc c'est le scénario le plus triste pour la France, parce qu'en effet, ça veut dire qu'on recule encore d'autant la possibilité d'avoir le partenaire. Alors que si en effet les partis prennent leurs responsabilités et qu'on arrive en effet à rediscuter dans un format ou dans un autre sur cette constitution, le gouvernement pourrait commencer, enfin il pourrait y avoir un gouvernement début 2018 en Allemagne. Donc je ne sais pas si les partis allemands ont la préoccupation de la France. Mais quand bien même il y aura un compromis entre les partis, le grand risque, parce qu'en plus en Allemagne on fait des programmes de gouvernement, on fait des programmes de coalition et on les respecte. Donc, si on arrive finalement à faire un espèce de bricolage au nom de la responsabilité, on ne peut pas... La coalition sera beaucoup moins européenne. Ça sera une coalition qui sera à minima, beaucoup moins européenne. Absolument. Non, l'Europe n'était pas quelque chose qui avait fait l'objet de dissensions à l'intérieur des négociations telles qu'elles se Mais les libéraux sont assez anti-européens dans leur... Non, ça c'est pas vrai. Ils sont revendicatifs
d'un certain nombre de choses qui sont typiquement allemands. C'est en effet une certaine rigueur budgétaire qui fait qu'ils ne veulent pas... Vous pensez qu'on progressera sur la zone euro avec les libéraux? Regardez ce qu'ont publié vos confrères allemands sur en effet les points, parce qu'on a quand même discuté depuis un mois, il y avait des points qui faisaient débat, l'Europe n'en faisait pas partie, c'est des partis européens qui sont autour de la table. Enfin, ils sont moins proches des positions d'Emmanuel Macron. Après, ça va avec. Même s'ils sont pro-européens, ils seront en arrière de la main. Il y a en effet, il va y avoir des discussions entre la France et l'Allemagne, et en effet, tout ce que propose Emmanuel Macron, qui est européen, et les Allemands qui sont européens, ne seront peut-être pas vus de la même manière. Vous savez, entre Berlin et Paris, il n'y a pas toujours la même signification derrière les mots, quand bien même les mots. La gouvernance économique de la zone euro n'est pas perçue pareil à Berlin et à Paris. Mais justement, le scénario pour Emmanuel Macron qui dit qu'il ne faut pas que ça se crise, c'est-à-dire en effet qu'on n'arrive pas à l'extrême des solutions qui sont politiquement possibles en Allemagne, parce que ça retarderait d'autant la possibilité, et là je suis d'accord, pour qu'en effet le couple franco-allemand qui est nécessaire pour relancer l'Europe puisse être en effet opérationnel dès le début 2018, janvier pour prendre cette date qui avait été mise en place par Emmanuel Macron, le traité de l'Élysée, plutôt qu'en juin, voire plus tard. Mais il est d'autant plus nécessaire qu'il n'y a aucune alternative à ce couple. Exactement. Et moi je rejoins ce que vous disiez, je crois que quelle que soit la coalition, elle sera forcément en arrière de la main de ce que voudrait Emmanuel Macron. Donc il faut espérer qu'elle soit dans les configurations les plus optimistes possibles et les plus européennes possibles, mais non, il y a des grandes divergences. Et si Angela Merkel arrive à se maintenir à la tête d'une coalition, elle sera forcément le pied sur le frein et elle n'arrivera pas probablement... Et Angela Merkel affaiblit surtout. Mais bien sûr. Et il faut regarder ces événements aussi en fonction du calendrier. On va vers des élections européennes 2019. On a un petit peu le temps, oui. Oui, mais c'est vrai. Ça se prépare déjà. Si les élections allemandes doivent avoir lieu au printemps 2018, ça laisse franchement au nouveau gouvernement allemand, au président de la République française, peu de temps pour ce processus de relance de l'Europe dont on a absolument besoin, parce que dans le même temps, le Brexit va commencer à générer ces effets qui sont quand même assez destructeurs pour l'Union européenne. On y a consacré une émission la semaine dernière. Je pense que c'est un événement qui est très grave pour la France et pour les Français. C'est le premier gros caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron. Mais il y a quelque chose de frappant dans ce que vous dites. Vous nous dites depuis tout à l'heure, il n'y a aucune autre alternative possible. Sauf qu'un jour ou l'autre, que ce soit dans un avenir proche ou à moyen terme, ou même un peu à long terme, Angela Merkel arrêtera. Elle en est à son 4e mandat. Elle ne brillera pas. Alors, si vous dites le couple franco-allemand, si vous dites que le couple franco-allemand ne dépend que du duo Macron-Merkel, ça fait non, je dis l'importance de l'Allemagne et la France. L'Allemagne et la France, quel que soit le leader. Oui, regardez, dans le passé, on a eu des leaders à gauche qui étaient avec à droite Helmut en France. Alors Helmut Schmidt Giscard, François Mitterrand et Helmut Kohl. Gerhard Schröder et Chirac. Qui pour prendre le relais d'Angela Merkel en Allemagne? C'est un peu le problème aujourd'hui. Est-ce qu'elle a un héritier? Moi, il n'y a pas d'héritier. En politique, vous savez comme moi, il n'y a pas d'héritier. Il y a des gens qui... Il y a plusieurs cas de figure. Ça va dépendre un petit peu de la chancelière. Elle dit qu'elle veut retourner aux élections si jamais on arrive à ce stade. Moi, je crois qu'elle avait imaginé dans un scénario, en effet, qui était « Je fais mon dernier mandat » parce que ce 4e mandat qu'elle a eu le 24 septembre aurait été le dernier. Il y avait en effet une femme qui est la ministre-présidente de la SAR, Madame Annegret Kramp-Karrenbauer, qui était en effet une possibilité. Mais il y a aussi d'autres jeunes qui poussent aussi à la CDU, puisque pour reprendre le pouvoir en Allemagne, il faudrait qu'elle quitte la présidence de la CDU, qu'en effet il y a un nouveau leader, puisque c'est un régime parlementaire en Allemagne. Il nous reste quelques secondes. Il y a une élection à l'intérieur. Or là, aujourd'hui, si elle dit qu'elle repart, ça veut dire que ce processus d'élection interne de la CDU est bloqué et qu'en effet, ça se fera un peu plus tard. Et qu'elle s'accroche un peu au pouvoir. Mais Mme Merkel est très habile, elle laisse toujours ouvert toutes les possibilités. Donc là, elle dit qu'éventuellement, elle pourrait être candidate s'il devait y avoir des nouvelles élections. Mais en son fort intérieur, je pense qu'elle espère bien reconstituer une coalition. Elle n'a pas dit son dernier mot. Mais bien sûr que non. Et effectivement, la perspective de nouvelles élections, c'est probablement l'ultime et la dernière que tout le monde souhaite. Elle, y compris même ses partenaires, et bien sûr, Steinmeier, personne ne le souhaite. Donc je ne suis pas sûre même qu'on puisse l'envisager aujourd'hui. Personne ne l'envisage, en tout cas là-bas. Un tout dernier mot, Christian Cambon ? Oui, je pense que, encore une fois, la gravité de ce qui se passe nous interpelle tous, et pas simplement de regarder notre voisin confronté à des difficultés, ce qui était assez rare par le passé. Et moi, je ne vois pas effectivement de successeur immédiat. Elle représente une telle portion de l'histoire récente de l'Allemagne qu'il faudra que quelqu'un soit très courageux pour prendre sa succession. Et surtout, ce qui compte, c'est que la coalition qui naîtra, car il y aura coalition, il y ait une cohérence, si vous voulez, dans cette coalition. Parce que le président
président Steinmeier peut effectivement lancer des avertissements aux partis, mais encore faut-il qu'ils aient envie de gouverner ensemble. C'est ce qu'ont dit les libéraux. Ils l'ont dit de manière assez claire. Et sur quelle ligne ? Non, c'est bon. Eh ben alors on va s'arrêter là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est le match des idées. On va aborder toute l'actualité politique du week-end et on va commencer par cette main tendue un peu surprenante de Marine Le Pen à Laurent Wauquiez. C'est un sujet de Jérôme Rabier. C'est une proposition inattendue. Une invitation faite aux favoris de l'élection à la tête des Républicains. Marine Le Pen, attentive à la ligne droitière de Laurent Wauquiez, l'invite à franchir le Rubicon. J'entends le discours de M. Wauquiez aujourd'hui, je me dis, mais après tout, s'il est sincère, je parle sous votre contrôle, s'il est sincère compte tenu des propos qu'il tient, mais il devrait aller jusqu'à proposer une alliance. Invitation sincère ou manœuvre de déstabilisation ? En lançant cette initiative, Marine Le Pen cherche en tout cas à se placer au centre des discussions à droite. Critiquée en interne pour sa campagne menée sur les thèmes migratoires et identitaires, Laurent Wauquiez se voit obligé de se distinguer des thématiques frontistes. Mais peu de chances qu'il réponde à cette main tendue. Interrogé sur cette éventualité il y a déjà un mois, il a balayé tout projet en ce sens. Il n'y a aucune alliance avec des élus du Front National. Et tous ceux qui ne partagent pas cette ligne ne feront pas partie de mon équipe. Coincé entre un bloc central mené par Emmanuel Macron qui veut séduire les jupéistes et une ligne extrême incarnée par le Front National, l'espace laissé aux Républicains semble se réduire. Passer l'élection interne, ce sera tout le défi de Laurent Wauquiez qui devra rassembler pour lancer la reconstruction. Alors, que pensez-vous, pour ce match des idées? Olivier Roucan, bonsoir, politologue, chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Emmanuel Rivière, bonsoir, directeur général de Kantar Public France. J'avais envie de commencer tout de suite parce que la question, elle est là. Qu'est-ce que vous pensez de cette presque proposition de Marine Le Pen à Laurent Wauquiez? Est-ce que c'est le baiser de la mort? Alors, c'est peut-être le baiser de la mort à Laurent Wauquiez, mais si on regarde ce que les électeurs du Front National, ses sympathisants, disent dans notre baromètre annuel sur l'image du Front National, mais c'est quelque chose qu'on a depuis des années, dans leur très grande majorité, ils sont favorables à des alliances avec les Républicains. Ils se situent à la droite d'une droite qu'ils considèrent commencer avec les Républicains, partager un certain nombre d'idées, et ça fait longtemps que, dans ce sens-là en tout cas, côté FN, on est ouvert à des alliances. Les sympathisants des Républicains, en revanche, là, c'est un peu différent. Et c'est pour ça qu'effectivement, le piège est plutôt du côté du Front National et la victime potentielle du piège du côté de Laurent Wauquiez, puisque c'est un sujet qui fait débat chez les sympathisants des Républicains. Mollement débat quand même, parce qu'on a une petite 40% qui dit qu'il faudrait envisager des alliances avec le Front National, mais vraiment des alliances au cas par cas. Cela étant, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'électeurs de droite qui ont ressenti, d'ailleurs, comme un certain nombre d'élus eux-mêmes battus, que certaines victoires aux législatives ou dans des municipalités pouvaient avoir été un peu volées par cette division de ce qu'ils appellent, eux, la droite, entre le Front National et les Républicains ou avant l'UMP. Olivier Roucan, est-ce qu'elle n'essaye pas de le détruire politiquement, Laurent Wauquiez, en laissant entendre que finalement LR et FN c'est exactement pareil, mieux vaut l'original à la copie? C'est pas ça qu'elle laisse entendre en lui proposant cette alliance? C'est une vieille tactique de la part du Front National. Ceci étant dit, elle n'est pas non plus dans une forme olympique. Autrement dit, est-ce que c'est le bon moment pour ce parti de proposer ce type d'alliance? Est-elle vraiment, autant qu'elle veut l'indiquer, en position de force? Parce que ce type d'alliance est intéressant pour le parti dominant en général. C'est lui qui ouvre pour consolider une légitimité. Or là, on a du mal à cerner véritablement quelle est l'organisation qui est la plus en forme. Wauquiez est en train peut-être, il faut attendre, mais d'installer un leadership, et il a largement labouré le terrain de cette porosité. Il le fait suite à François Fillon qui avait parfois donné l'impression d'une droitisation, même si ces termes sont un peu flous. Il y a donc de ce point de vue une évolution par rapport aux années Chirac-Juppé, suite à je dirais l'aggiornamento Nicolas Sarkozy, sur le rapprochement de notre cas idéologique. Il y a davantage de possibilités qu'il n'en existait il y a 15 ou 20 ans. Et ensuite, il y a ce que Emmanuel a dit, c'est-à-dire
les alliances éventuelles, parce que l'idée c'est d'exercer le pouvoir un jour, et cette question va devoir être tranchée alors qu'elle est, j'allais dire, sans arrêt rémisée depuis les années 90. Elle en est où l'image de Laurent Wauquiez? Parce que cette image de droite identitaire commence sérieusement à être contestée jusqu'au sein du parti. Tout à l'heure, Jean-François Copé disait pas de Tea Party rabougri, en référence au parti néoconservateur américain. Cette image de droite presque extrême, elle commence à coller à la peau de Laurent Wauquiez. Alors, oui, mais finalement, il a encore, je pense, sa propre histoire à écrire, Laurent Wauquiez. Quand on regarde dans notre dernier baromètre pour le Figaro Magazine, sa cote d'avenir, c'est 14%, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas quoi dire de Laurent Wauquiez. Elle culmine plutôt chez ceux qui se situent à droite et pas très à droite, alors que l'image de Marine Le Pen, elle culmine, et d'ailleurs maintenant, parce qu'elle est, comme l'a dit Olivier Roucan, pas en grande forme, elle est de plus en plus enfermée dans un corner qui est à l'extrême droite. Donc de ce point de vue-là, Laurent Wauquiez n'est pas sur le même alignement dans la manière dont les Français le regardent que Marine Le Pen. Après, c'est vrai qu'il y a une vraie question sur ce clivage et le sens qu'il doit avoir. Et une leçon qu'on peut tirer de l'année 2017, c'est que les Français ne se satisfaisaient plus des clivages qui ne font pas sens. Et le Front National, comme les Républicains, sont vraiment sur une ligne de faille avec une grande fragilité. Parce que finalement, il y a beaucoup d'électeurs du Front National qui se disent, mais au fond, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un parti aussi radical que c'est une impasse dans l'accession au pouvoir? Et pour les Républicains, il y a une part des électeurs qui finalement se reconnaissent dans un élan souverainiste et donc pourraient être attirés par une droite encore plus à droite, avec un risque de scission chez ceux qui en revanche ont le credo européen chevillé au corps et qui ne veulent pas qu'on aille dans cette direction-là. Alors l'autre actualité politique du week-end, c'est la désignation de Christophe Castaner à la tête de La République En Marche. La grande question du moment, c'est peut-il rester au gouvernement? Lui assure qu'il n'y a pas de cumul de fonctions. Je ne serai pas patron d'un parti et qu'on n'est pas dans une logique de cumul. Je vous rappelle que c'est un engagement militant, bénévole et qu'au fond, faire de la politique quand on est dans un gouvernement, c'est pas un gros mot non plus. Olivier Roucan, quand on entend toute cette polémique autour du fait qu'il doive ou non rester au gouvernement parce qu'il est désormais patron de parti, c'est à cause de quoi? L'époque est au non-cumul, on n'accepte plus le cumul des mandats? C'est quand même un débat assez ancien parce que les anciens partis, l'ancien monde s'était réformé là-dessus. Et on trouvait de moins en moins de ministres qui cumulaient des fonctions partisanes et encore moins des ministres importants. Donc là, c'est un fonctionnement de vieux parti pour vous? Le fait oui, qu'il reste. mais ça montre la futilité de ce débat et de cette opposition, parce que forcément, quand on fait de la politique, il y a des règles, il y a des usages, il y a des traditions. Dans tous les cas, et puis il y a des situations. Là, si vous voulez, Christophe Castaner, il joue un peu un jeu d'équilibriste. Il nous rappelle que faire de la politique, évidemment, au gouvernement, on fait de la politique. Le problème, si vous voulez, c'est la séparation des fonctions et quelque part derrière, la séparation des pouvoirs. En même temps, sous la Ve République, on a voulu, si vous voulez, un gouvernement séparé clairement du Parlement et de ses intérêts qui sont des intérêts partisans. Donc si on maintient cette logique et qu'on va jusqu'au bout, il est clair que ce cumul n'est pas très conforme à l'esprit des institutions. Mais encore une fois, il y a déjà eu dérogation à la norme par le passé. Emmanuel Rivière, l'une des conséquences, c'est qu'il puisse y avoir un remaniement dans les heures, dans les jours qui viennent. S'il y a remaniement, est-ce que Emmanuel Macron doit envoyer plutôt un signal à gauche? Le signal à gauche sera sans doute bienvenu de la part d'un président de la République qui s'est orienté dans l'esprit des électeurs de gauche un peu vers la droite. Simplement, on parle là de mini-remaniement et je crois que l'élection de Christophe Castaner, pour beaucoup de Français, c'est un mini-événement et que tout cela a peu de chances de changer. Voilà, donner un signal maintenant désormais, c'est envoyer un signal très très fort et très très lourd. On a beaucoup commenté la distance des Français avec la politique. Il faut vraiment voir que concrètement, ça veut dire que les gens regardent ça d'assez loin. Et quand on voit le nombre de ministres qui, encore aujourd'hui, détenteurs de portefeuilles importants, ont de la peine à accéder à une vraie notoriété, à imprimer leur personnalité, on voit mal ce qu'un remaniement pourrait changer s'il s'agit de remplacer
surtout pas faire injure à l'éminente fonction qu'est la relation avec le Parlement, surtout sur Public Sénat, mais c'est pas le ministère que les Français ont le plus en vue, parce qu'ils savent pas très bien ce qu'on y fait. Non mais c'est toujours symbolique, vous savez ce que c'est, quand un nom sort, quand un personnage sort, émerge, notamment sur la scène politique et médiatique, il y a un signal, il y a du symbole. Voilà. Mais pour qu'il y ait un signal, il faut qu'il y ait un poids lourd, et je suis assez dubitatif sur l'idée de la rentrée d'un poids lourd dans ce gouvernement. Je voudrais aussi qu'on revienne ce soir sur la retraite officialisée par François Fillon ce week-end. Le candidat malheureux à la présidentielle a passé le relais de son micro-parti à Bruno Retailleau. C'était devant ses militants hier qu'il a tiré sa révérence sans regret. Durant toutes ces décennies, j'ai donné au service de mon pays et de mes convictions tout ce que je pouvais. J'ai aimé ce parcours de combat, de réalisation, de projets, d'idées, de rencontres. J'ai dévoré cette vie qui, en réalité, n'en est pas vraiment une. La France, c'est une passion fiévreuse et la politique peut vous détruire. Alors il faut savoir prendre du recul, c'est ce que je fais. En redevenant un citoyen qui n'oublie rien, qui ne renie rien, mais surtout un citoyen qui aime son pays et qui, du fond du cœur, vous dit merci. Voilà, et on a perçu beaucoup d'émotions dans la voix de François Fillon hier. Ce qu'on perçoit aussi, c'est qu'il n'a aucun regret, aucun remords, il ne renie rien. Il n'y a pas une once d'autocritique dans son discours. Est-ce que c'est à tort ou à raison, d'après vous ? Mais là, c'est un peu un discours malgré tout à usage interne qui est adressé, vous l'avez dit, avec émotion, donc auprès d'un noyau de partisans dont on a vu qu'il était très partisan et très soudé autour de. Mais c'est pourtant auprès d'eux qu'il devrait peut-être s'excuser en premier, non ? De ce charisme, et dans la mesure où ils sont convaincus et qu'ils ont traversé des périodes difficiles, si vous voulez s'excuser ou faire un droit d'inventaire devant eux, ça n'a pas de chance d'obtenir un écho. Ce n'est pas ce qu'ils souhaitent en plus. Là, on est vraiment dans l'entretien de ce qu'on appelle un charisme, ce qui indique que cette sortie, simple citoyen certes, mais c'est bien organisé et ça envoie un message. Alors. Emmanuel Ribière, vous êtes d'accord ? C'est pas devant ses militants, devant les sympathisants de droite qu'il aurait dû peut-être exprimer un peu de regret, de remords ? Oui, sans doute, parce qu'un certain nombre d'électeurs de droite lui en veulent aujourd'hui. Un certain nombre. Hein. Moi, j'étais surtout frappé par l'extrême solidité de ce noyau dur qu'il aura suivi jusqu'au bout et finalement pas très très loin de la qualification au second tour, sans doute plus loin d'une possible victoire. Mais il est dans la continuité de ce qu'il a finalement toujours manifesté durant cette campagne, c'est-à-dire ne remettant absolument pas en question ses choix, sa pratique de la politique. Je pense que François Fillon quitte la scène avec le sentiment d'avoir été victime d'une injustice. Les Français n'en ont pas jugé de la même manière et de ce point de vue-là, il était assez peu plausible qu'il, au moment de tirer sa révérence, alors qu'il doit effectivement transmettre un flambeau, qu'il fasse le mea culpa qui aurait peut-être, s'il était intervenu plus tôt, sauvé sa famille politique d'une défaite. Bruno Retailleau a estimé qu'en tournant la page, je cite, François Fillon nous permet un nouveau recommencement. Tant qu'il était là, il n'y avait pas de recommencement possible. Oh bien, dans tous les cas, pour là... à une position importante, non, parce que la sanction est tombée, elle est lourde, cette campagne a déchiré encore plus la droite de gouvernement, et là, vous voyez, il s'adressait à son parti, à son micro-parti, ce n'était pas un discours devant les Républicains. Donc, de ce point de vue, oui, mais le même Bruno Retailleau a évoqué aujourd'hui l'apport notamment de la candidature de François Fillon, et notamment sur la valorisation du thème identitaire, laquelle il s'accorde. Et ce qui montre bien que par rapport au sujet dont nous parlions tout à l'heure et Laurent Wauquiez, il y a quand même un ancrage là. Il va falloir voir ce qui se passe autour de cette notion d'identitaire chez les Républicains plus largement. C'est un point vraiment très important parce que dans ce moment où on se constate qu'il y a un vrai problème de leadership chez les Républicains, où Laurent Wauquiez ne perce pas, où la personnalité finalement qui est encore la plus reconnue par les sympathisants, c'est Alain Juppé, il faut se rappeler qu'à un moment, François Fillon a parfaitement incarné ce qu'était l'aspiration de cet électorat-là. C'était le moment du soir ou de l'entre-deux tours des primaires à droite. Et ce qui s'est passé depuis doit sans doute pas effacer
par rapport à ceux qui ont pour objectif de conquérir le cœur de cet électorat-là, sur quel thème et autour de quelle personnalité, parce que ça comptait aussi beaucoup, il y a eu cette espèce d'engouement de l'électorat de droite. Dernier chapitre de ce match, c'est la polémique du week-end autour d'un tweet antisémite du socialiste Gérard Filoche. A priori, lorsqu'on suit un peu l'actualité, il était impossible de passer à côté de ce tweet et de cette polémique. Et pourtant, si, Benoît Hamon était passé à côté. Pardon, j'ai pas vu. Vous n'avez pas suivi cette histoire? J'ai travaillé tout ce week-end. Oui, vraiment pas suivi. Alors, vous n'avez pas ouvert les journaux, rien. Bon, ok. Mais dites-moi, je ne sais pas de quoi. Bon, on va pas résumer l'histoire. Enfin, on va pas perdre du temps à la résumer pour vous. Voilà, donc a priori, Benoît Hamon semblait bel et bien découvrir cette polémique, qui était une polémique sérieuse de ce week-end, au-delà du fait qu'il ait beaucoup travaillé tout le week-end et qu'il n'ait pas suivi ce tweet, et qu'il ne travaille pas avant d'intervenir dans une matinale sur une grande radio comme Europe 1. Est-ce que ça montre qu'il est peut-être hors jeu, Benoît Hamon ? Qu'est-ce que ça vous inspire, cet épisode ? Pas, au vu des règles du jeu médiatique, politique, ça ne l'aide pas à apparaître comme étant crédible. Et on sait déjà que durant sa campagne, il avait un problème d'incarnation et de crédibilité. Donc ce genre d'absence, on va dire, ne va pas l'aider à apparaître comme étant au cœur du débat et proposant pour l'avenir des gauches ou de la gauche des solutions, parce que c'est un vrai problème qui est posé là quand même. Et tout de suite, d'ailleurs, les dirigeants socialistes ne se sont pas trompés parce qu'eux, ils ont réagi. Ça le décrédibilise, Benoît Hamon, ce genre d'épisode ? Oui, je pense que les gens qui sont le plus attentifs, les gens qui sont un peu drogués de vie politique, qui suivent l'actualité, qui suivent les médias sociaux, vous retrouvez que c'est quand même très baroque de la part d'un leader qui va à une radio, d'être à ce point déconnecté de ce qui s'est passé dans le week-end. Maintenant, je me mets à la place des auditeurs d'Europe 1, qui, pour la plupart d'entre eux, mais pas parce que ce sont ceux d'Europe 1, ce seraient ceux de RTL ou de France Inter, ce serait pareil, n'ont pas repéré le tweet de Gérard Filoche. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Mais lui, dans son rôle... alors du coup, ça le normalise un petit peu, ce qui peut être un phénomène de décrédibilisation. Je pense que ça doit nous rappeler aussi quelque chose. J'aimais là une hypothèse, c'est que quand on n'a plus de mandat, qu'on n'est plus à la tête d'un parti, on est un peu privé de ses moyens. Il ne faut jamais oublier que les personnalités politiques, c'est des équipes, et que le fonctionnement de ces équipes dit quel est le fonctionnement et la performance politique derrière. Donc s'il n'y a pas des gens qui sont là pour alerter, Benoît, t'as vu, il faut qu'on réagisse, je te propose tels éléments, etc., et ben on peut se retrouver pris dans les phares d'un camion comme un impasse. C'est un peu l'impression qu'il donnait effectivement. Et si on en vient à ce tweet en lui-même de Gérard Filoche, qui a choqué bon nombre de personnes, le PS a lancé une procédure d'exclusion. Est-ce que ça ne fait pas déjà longtemps que Gérard Filoche est un peu en dehors du PS et que peut-être il n'est plus vraiment en phase avec les idées du Parti socialiste et bien plus avec celles d'un Jean-Luc Mélenchon par exemple ? Que vous dire, il y a au sein de la galaxie socialiste et au sein de ce parti, depuis assez longtemps maintenant, une diversité d'opinions et de prises de parole personnelles parfois. Parce que Gérard Filoche, il a une histoire, mais en termes il ne s'est jamais compté dans un congrès. Enfin, donc... autour du fonctionnement d'un parti, et le Parti socialiste nous en donne l'exemple, on a oublié de plus en plus la logique, j'allais dire, la vieille logique des courants, qui était une logique somme toute démocratique, de nombre. Et ceux qui les incarnaient avaient du monde derrière, au bénéfice d'une logique qui est parfois une logique très personnelle, médiatique, et parfois très parisienne. Emmanuel Rivière. Ça se fait un moment que, je crois, dans une formule, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon avait proposé une sorte d'asile politique à Gérard Filoche, qui était effectivement dans une manifestation d'hostilité et des formes de cette hostilité qui étaient très particulières. Je pense que c'est difficile pour le Parti socialiste de se défaire de Gérard Filoche sur des raisons politiques, pour ce qu'il incarne, son parcours aussi, ancien inspecteur du travail. Et c'est vrai qu'on est là passé à autre chose. Il y a une dimension en ce moment d'une très grande sensibilité de la question de l'antisémitisme. De toute évidence, l'iconographie à laquelle il était fait référence dans ce tweet, c'est vraiment sans ambiguïté. Donc on a franchi plusieurs échelons par rapport au désaccord politique, fut-il exprimé avec beaucoup de vigueur et de verve, comme le fait Gérard Filoche. Et certains ont même cru que son compte avait été piraté, c'est dire. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons le linguiste Alain Ray pour son livre Pierre qui roule, Namas Pamous. Vous allez tout comprendre, ce sera juste après une courte pause. À tout de suite.
Demain, dès 7h30, Laurent Gérard sera l'invité exceptionnel de Cyril Viguier dans le journal des Territoires. Pour ses 50 ans, il inaugurera une nouvelle séquence, un homme, une femme, un territoire. L'imitateur et humoriste viendra partager son amour pour Lyon, une ville qu'il chérit particulièrement depuis qu'en 1985, il décide d'y faire ses études. Le journal des Territoires, demain à 7h30 en direct sur Public Sénat. Public Sénat vous donne rendez-vous pour le 100e congrès de l'Association des maires de France. 3 jours en direct de la porte de Versailles pour vivre les grands moments qui animent les élus locaux. Le 100e congrès de l'Association des maires de France, dès demain 10h30 sur Public Sénat. Jeudi, dans l'épreuve de vérité, François Baroin sera l'invité de Michel Grossior. Le président de l'Association des maires de France répondra aux questions de l'AFP et des échos radio classiques. L'épreuve de vérité, jeudi à 18h sur Public Sénat. De retour dans On va plus loin, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'entretien du jour et pour cet entretien nous recevons Alain Ray, bonjour, vous êtes linguiste et l'auteur de ce livre Pierre qui roule, Namas Pamous aux éditions de la Bibliothèque nationale de France. Dans cet ouvrage, vous vous inspirez des 100 proverbes par Granville et vous faites l'avocat des proverbes. Vous défendez ces expressions, ces manières de dire qui ont un petit côté désuet, on peut le dire ? Ça, oui, ça a un petit côté désuet, ça a un petit côté machiste, ça a un petit côté réac, ça a un petit côté... On sait tout ça, c'est ce qu'on appelait la sagesse des nations, qui était une sagesse un peu rancie, il faut bien le reconnaître. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'attitude de Granville lui-même, qui est un dessinateur assez important, parce que, indépendamment de son talent de graphiste, et de lithographe, c'est quelqu'un qui a une vision sur la société et qui critique la société d'une manière assez vive, comme son ami Daumier d'ailleurs, dont il n'a peut-être pas le génie, mais il a quand même beaucoup de talent. Et c'est un talent très original parce qu'il représente très souvent les petits défauts psychologiques de l'être humain et les gros défauts sociaux du même personnage par des personnages à tête d'animal. Ce qui fait qu'on a cette attaque contre les moines, par exemple, où un moine à tête de loup est en train de confesser une dame brebis et on se doute de ce qui va se passer. C'est intéressant que vous ayez tout de suite parlé de ces proverbes machistes, parce qu'effectivement, en parcourant votre livre, je suis tombée sur celui-ci. « Triste maison que celle où le coq se tait et où la poule chante. » Ça, c'est la sagesse des nations de tout le Moyen-Âge, où il faut que la femme ne puisse parler qu'après le mari, bien entendu, sinon ce qu'elle dit est quand même très, très agressif. Très sympathique par les temps qui courent. Pourquoi, d'après vous, les proverbes sont souvent considérés comme ringards, et notamment par les jeunes ? Ils ont raison, si vous voulez. Seulement, il y a là-dedans aussi une sorte de poésie d'une ancienne société. Il y a un côté rural, il y a un côté... C'est vrai, je le dis dans ma préface, le proverbe, c'est une parole d'agriculteur. Oui, du peuple, mais enfin quand même souvent du propriétaire terrien, de celui qui a une entreprise agricole. C'est pas l'ouvrier agricole qui parle dans les proverbes, parce qu'il y a toujours cette idée, il faut garder ses sous, il faut être prudent, il faut vivre... Alors en même temps... mais ce sont aussi des phrases toutes faites qui finalement sont un peu définitives et empêchent de réfléchir. C'est la facilité. Oui, c'est la facilité, mais si vous voulez, c'est un petit peu une image légèrement déformée d'une chose très très générale, qui est que la langue transmet des idées très anciennes. Et que si on veut en sortir, c'est une lutte perpétuelle. Et justement, moi, ce qui m'a frappé, c'est que tout en donnant une certaine sympathie aux proverbes, le dessinateur Granville attaque très violemment leur contenu parfois. Et à travers leur contenu, ce qu'il attaque, ce sont les relations sociales. Il y a des choses, par exemple, sur les rapports entre bourgeois et ouvriers. Il y a la faim fait sortir le loup du bois, qui est une image qui pourrait illustrer parfaitement Les Misérables de Victor Hugo. Enfin, il y a des quantités de choses de ce genre qui montrent
montre qu'on peut, par le dessin, mais ça on le savait depuis longtemps, la caricature c'est ça, hein, la caricature politique en particulier, là c'est pas une caricature politique, ça pourrait l'être, c'est une caricature sociale, donc qui est une critique de la société par quelque chose d'assez plaisant, où le bourgeois est représenté par des animaux comme le chien de garde par rapport au loup qui est plutôt sympathique parce que c'est la nature, c'est la force naturelle, etc. Et on va retrouver un petit peu la morale de La Fontaine que Granville a illustré lui-même souvent. Et franchement aussi, c'est quand même un très beau dessinateur. C'est quand même quelqu'un qui a un immense talent. Alain Ray, vous êtes un passionné de la langue française. Qu'est-ce que vous inspire toute cette polémique autour de l'écriture inclusive ? Pas grand-chose. Dites-nous un peu ce que vous en pensez, sachant que l'Académie française a parlé de péril mortel. Est-ce qu'elle exagère ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Je pense qu'elle exagère beaucoup parce que l'écriture inclusive, c'est simplement une espèce de petite manipulation au niveau graphique. Vous avez remarqué que si vous avez devant vous un texte d'écriture inclusive, vous ne pourrez pas le lire oralement. Ça ne marche pas du tout. Donc c'est quelque chose qui ne concerne... C'est un petit peu... le même problème que les écritures de tweets ou de SMS qui ont été accusées de tous les maux, ça allait faire disparaître la langue française. En réalité, ça peut gêner un peu l'apprentissage de l'orthographe, ça c'est vrai. Et là, avec l'écriture inclusive, on a aussi une complication supplémentaire et j'ai peur qu'à l'école, pour les enfants, ils ont déjà assez de mal comme ça pour appliquer les règles actuelles, ça va leur poser des problèmes supplémentaires. Cela dit, l'intention est louable parce qu'il est vrai que la langue française est horrible. est horrible. Dans quel sens ? Parce que trop... son incapacité avec à le masculin qui prédomine trop, le masculin qui prédomine d'une manière très excessive. Mais c'est un héritage collectif de centaines et de centaines d'années sur des millions et des millions de personnes. Donc et qui porte pas seulement sur la France, mais sur tous les pays francophones. Mais vous êtes d'accord pour dire que la langue française où le masculin prédomine influe sur les esprits, sur la structure mentale et peut créer du machisme ? Je pense que oui. Elle peut soutenir des idées machistes, mais il ne faut pas non plus faire ce que font la plupart des gens qui se lancent dans une réforme de la langue, comme de ceux d'ailleurs qui la critiquent trop brutalement, c'est de confondre le signe et la chose. Parce que, en fait, ça concerne que les signes. Oui. Alors, si on peut se mobiliser pour trouver des féminins dans tous les domaines où les noms concernent des êtres humains, ça je suis tout à fait d'accord, et ça va loin, hein, parce que, par exemple, on dit un enfant, c'est masculin. Or, la moitié des enfants, au moins, sont des filles. Donc, il y a un vrai problème de ce côté-là. Mais en tous les cas, je pense qu'il ne faut pas confondre ce problème-là avec le problème des masculins et des féminins pour les animaux et pour les choses inanimées. Parce que les choses inanimées, c'est complètement arbitraire. J'ai entendu des féministes dire « Ah, mais c'est scandaleux, le tabouret, ou plutôt le fauteuil. » Oui, ça va trop loin, vous le voulez dire. fauteuil, c'est mieux que la chaise. À quoi on peut répondre, mais la chaise, c'est mieux que le tabouret, et ainsi de suite. C'est complètement n'importe quoi. Mais tout de même, est-ce qu'une langue n'évolue pas par nature, par elle-même ? Est-ce que c'est à nous, législateurs, êtres humains, penseurs, à intervenir dans une langue ? Très difficile. La langue, c'est ce qu'il y a de plus démocratique au monde. Oui. Ça vient de la masse. Et si le changement est vraiment voulu par une majorité, il va se faire de toute façon. Et ce n'est pas la peine de lutter contre. Inversement, vouloir faire des réformes alors que ce n'est pas la majorité des gens qui en ont envie, ça risque de ne pas marcher. De toute façon, la position des gens, ce qu'il faut faire, c'est peut-être respecter les intentions de chacun par rapport à la langue. Si quelqu'un, une femme, dit « moi je veux être le député un tel », bon, c'est pas la peine de la sanctionner. D'une autre manière, comme la députée et eux, c'est tout à fait normal, puisque c'est un participe passé, je trouve très bien qu'on dise la députée, qu'on dise la mère. Là, je suis moins d'accord parce qu'il y a à l'oral une ambiguïté qui parfois peut être gênante, mais c'est que la langue n'est pas aussi riche qu'on le dit. Il y a des problèmes, il faut créer des féminins. Des flous, des vides. Et il faudrait mieux pas créer des féminins qui sont en même temps des barbarismes. L'auteureux, j'aime pas trop. Moi, j'ai écrit dans un livre déjà ancien, il y a un auteur féminin très important, j'ai mis l'autrice, parce que c'est le féminin
féminin qui vient du latin et qui est tout à fait normal. Mais ça paraît bizarre. Oui. C'est bizarre. Et la plombière aussi, c'est très bizarre quand c'est une dame qui répare ou la pompière, exactement. Et on va s'arrêter là-dessus. Merci infiniment, Alain Rey, d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, Pierre qui roule n'amasse pas mousse et autres proverbes illustrés par Granville. Merci d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Public Sénat, publicsénat.fr pour plus d'informations. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Ne manquez pas à l'invité de Territoire d'Info. Il s'agit de Nadine Morano, eurodéputée Les Républicains. Passez une belle soirée. Restez au cœur du débat.